Bonjour, bon lundi matin tout le monde et bienvenue à ce nouvel épisode de Santé sans censure. Mon nom est Chantal Dumas, je suis productrice animatrice de ce webcast qui vous parle de toutes sortes de sujets entourant la santé globale d'une manière critique, scientifique et évidemment sans censure puisque c'est le but de ce webcast. Alors, aujourd'hui, je vais aborder une thématique qui a fait couler beaucoup d'encre, mais aussi beaucoup de salive au cours des dernières semaines. Et je vous avertis tout de suite, c'est un sujet qui va peut-être être un petit peu difficile pour votre déjeuner du lundi matin. On va parler de l'introduction des insectes dans l'alimentation humaine. C'est un sujet chaud. Vous avez probablement entendu toutes sortes de choses, certaines fondées, d'autres un peu moins. Donc, mon but aujourd'hui est de vous présenter les faits. Je ne partirai pas dans des théories du complot. Je vais vraiment m'appuyer sur des faits, comme je le fais régulièrement, et vous permettre de poser des choix éclairés en matière de santé, en matière d'alimentation, pour que vous puissiez décider si vous allez intégrer les verres à farine, les grillons sauvages ou les grillons d'usine dans votre alimentation afin notamment de réduire notre empreinte carbone comme nous le propose le Forum économique mondial. Donc, quelle est la situation actuelle? Eh bien, la situation est la suivante. La Commission européenne vient d'autoriser la commercialisation du verre de Ténébrion, qui est un verre à farine en réalité, et du grillon domestique en poudre sous forme dégraissée, évidemment, comme tout bon grillon. Ils veulent faire, on ne voudrait pas avoir des grillons qui sont obèses, évidemment, donc des grillons dégraissés à des fins alimentaires. Euh, c'est pas nouveau, cette histoire-là. Il faut savoir que déjà en 2017, il y avait les premiers verres, des verres jaunes là, qui avaient été autorisés en Europe. Donc, ça reçoit beaucoup de presse dernièrement parce qu'évidemment, tout ce que fait le Forum économique mondial et les affiliés est sous la loupe et ne passe pas autant sous silence qu'auparavant. Mais ça n'a pas commencé dans les derniers mois. Aux États-Unis, par exemple, la FDA permet 450 parties d'insectes dans une boîte de spaghettis, pas moins de 30 parties d'insectes dans votre barre de chocolat. Bonne raison pour commencer à consommer du chocolat dominicain. Et 30 parties d'insectes aussi dans votre beurre d'arachide qui n'est pas en reste. Qu'en est-il au Québec? Eh bien, chez nous, on n'a pas encore de permis pour réglementer en fait la production d'insectes. Par contre, ce qu'on dit sur le site de l'agriculture du Québec, c'est que les producteurs d'insectes, l'exploitant, a quand même la responsabilité d'assurer l'innocuité des produits qu'il offre aux consommateurs. Alors, assurer l'innocuité, encore faudrait-il savoir réellement quels sont les risques associés à la consommation d'insectes. Et il y a un rapport qui avait été déjà rédigé parce que, comme je vous dis, ça fait quand même là, depuis 2015 et de manière plus active depuis 2017 que les autorités de différents pays jouent avec cette idée d'introduire les insectes dans notre alimentation, des fois par la bande, des fois en nourrissant le bétail, les poissons d'insectes cultivés à ces fins, mais aussi d'introduire la consommation d'insectes dans l'alimentation de nos animaux de compagnie. Donc, il y avait des études qui avaient été faites avec des résultats peu concluants qui pointaient en direction de la nécessité de produire d'autres études pour vraiment évaluer l'impact de la consommation d'insectes chez les humains. Donc, lorsque le gouvernement du Québec nous dit que les producteurs d'insectes doivent s'assurer de l'innocuité, je ne sais pas sur quoi ils vont se baser pour assurer l'innocuité. Mais donc, euh, parmi les facteurs qu'on invoque pour essayer de nous convaincre de mettre des petites bêtes dans nos assiettes, eh bien, on nous dit que le monde est confronté à une insécurité alimentaire aiguë en raison de facteurs tels que la pandémie de COVID-19. Ben oui, on sait tous que
le virus a eu un impact majeur sur les récoltes, sur la production des œufs, sur la production de lait, un peu partout sur la planète, n'est-ce pas? En plus d'avoir délogé et mis fin à la grippe commune, la banale grippe et un paquet d'autres causes de mortalité, le virus est responsable de l'inflation et de la crise alimentaire sans précédent que le monde connaît présentement. Donc, la pandémie. L'invasion russe en Ukraine, ben oui, ce n'est pas de la faute du virus, il faut bien que ça soit la faute de Poutine. Hein? À part de ça, les changements climatiques, le prochain fléau à l'agenda de notre belle gang de psychopathes du Forum économique mondial, évidemment, et la flambée des prix, comme ça arrive de temps en temps que les prix flambent en attendant que la planète aussi flambe. Donc, les coûts des protéines, conséquemment, montent en flèche. Et il y a une croissance sans précédent de la consommation mondiale de viande. Bon, ça, je dois dire que c'est vrai parce que depuis que des marchés comme la Chine, par exemple, montent dans la chaîne économique, eh bien, ils développent aussi un appétit pour la viande. Et d'ailleurs, ça, c'est un autre argument que je voudrais débunker, un mythe, en fait, qui n'est pas réellement un argument, mais on nous dit, pour banaliser la consommation d'insectes, qu'il y a déjà 2 milliards d'insectes, il y a déjà 2 milliards d'humains qui consomment des insectes régulièrement. Mais ce qu'on doit voir, c'est que la consommation d'insectes est vraiment reliée au PIB des pays. Donc, en fait, on consomme des insectes dans des pays pauvres et lorsque les gens acquièrent un certain pouvoir économique, ils délaissent la consommation d'insectes. Donc, on voit bien que c'est une solution de famine, la consommation d'insectes, sauf certains insectes dans certaines cultures, par exemple asiatiques ou au Mexique, où la consommation d'insectes va être considérée comme une delicacy, comme euh, une traite qu'on se paye de temps en temps, mais ça va être dans certains contextes très précis. C'est pas la consommation quotidienne d'insectes en réalité. Donc, dès que les gens ont un certain pouvoir économique, ils se détournent de la consommation des insectes et donc, c'est en partie ce qui explique l'accroissement mondial de la demande pour la viande. Au Canada, on nous dit que les prix des protéines traditionnelles comme le bœuf ont augmenté d'environ 3 le kilogramme. Bon, vous le savez, ça fait un peu plus d'un an que j'ai quitté le Québec, mais j'en entends parler et il paraît que les prix sont vraiment en grande augmentation. Il y a d'ailleurs un fermier, je crois qu'il est de l'Ontario, en tout cas un fermier canadien que j'ai vu dans un truc aux États-Unis. C'est drôle comment tout passe sous le radar ici au Canada, mais aux États-Unis, on parle de la situation canadienne. Le fermier dénonçait le fait qu'il doit jeter des centaines de kilos de lait parce que vous savez que la production laitière est contrôlée par les gouvernements et donc, question de gérer l'offre et la demande, ils font jeter des centaines de kilos de lait. Alors, le kilo de lait serait rendu à quelque chose comme, c'est-à-dire pas le kilo, le litre, excusez-moi. Le litre de lait serait rendu à quelque chose comme 7 selon ce que ce cultivateur disait. Et donc, il disait que ça lui fend le cœur de savoir que plein de familles ne peuvent pas se procurer de lait pendant que lui doit en jeter des centaines de litres en raison des règlements. On sait aussi qu'il y a une augmentation du prix des œufs qui est absolument faramineuse. Et il y a un gouvernement européen qui a introduit, je pense que c'était en Hollande, ou c'est en Hollande ou Pays-Bas, il me semblait que c'était aux Pays-Bas. Le gouvernement s'est mis à donner 3 poulets par foyer. Et ce qu'ils se sont rendus compte, c'est que ça a réglé le problème des œufs. Tout le monde avait suffisamment d'œufs. Ça a enrichi les terres, ça a créé une économie circulaire intéressante et tout ça. Donc, il y a plein de moyens qu'on pourrait contrer ces augmentations des prix sans avoir besoin d'introduire les insectes dans la chaîne alimentaire. Donc, est-ce que ça serait que des buts non avoués derrière tout ça? Eh bien, évidemment,
les scénarios apocalyptiques du Forum économique mondial ne sont pas étrangers à la question. Donc, ce qu'on nous dit, c'est que d'ici 2050, l'approvisionnement alimentaire mondial devra nourrir 9,7 milliards de personnes. Cela signifie que malgré le fait que seulement 4 des terres arables restent disponibles à la surface de notre planète, 2 milliards d'humains supplémentaires devront être nourris. Donc ça, c'est une réalité. Et c'est une réalité qui a été bien comprise par les Bill Gates de ce monde. Vous savez que Bill Gates est rendu le plus grand propriétaire de terres agricoles aux États-Unis. Et on a, tout près de chez nous, son émule Charles Sirois qui tente d'en faire de même. Est-ce que ça aurait un lien avec les cabanes à sucre qui sont restées fermées année après année durant la pandémie et le fait que 70% d'entre elles ont dû faire faillite en raison des décrets du gouvernement légaux. Il y a peut-être un lien d'amitié, hein, je dis ça de même, entre M. Serrois et M. Legault. Donc, est-ce que le contexte politique favoriserait l'achat de belles terres agricoles, productrices de sirop d'érable à prix de faillite? Pourrait-il y avoir un lien? Donc, c'est vrai qu'il y a de moins en moins de terres agricoles, mais c'est vrai aussi que on pourrait mettre tous les habitants de la Terre dans des petits appartements de style new-yorkais et on couvrirait l'État du Texas. Donc, cette question du manque de ressources au niveau mondial, elle est hautement exagérée et il y aurait vraiment des moyens de gérer ça intelligemment. Donc, on nous dit que la demande de protéines animales, en particulier, augmente la pression sur l'environnement. 80% des terres agricoles du monde sont utilisées pour élever et nourrir le bétail, même si les animaux ne représentent que 18% de la consommation mondiale de calories. C'est vrai que c'est peut-être juste 18%, mais après, il faut voir quelle est la qualité des dites protéines qui sont produites et est-ce que le fait d'avoir recours à un élevage de manière plus traditionnelle plutôt que les grands élevages à des fins commerciales ne pourrait pas réduire cet impact et c'est ce que des femmes comme Vedana Shiva nous a démontré en Inde, qu'il y a absolument moyen et que c'est une solution non seulement pour la famine, pour la pauvreté, mais aussi pour l'environnement. Sauf que c'est pas une solution qui fait l'affaire des big pharma, des big tech, des big agro de ce monde. Donc, elle est systématiquement rejetée du revers de la main. Donc, les Nations unies, hein, la même gang, Nations unies, OMS, Forum économique mondial, affirme que le monde pourrait souffrir d'un manque d'eau de 40% d'ici 2030. Donc, on manque pas juste de terre, là, on manque d'eau. Puis du bétail, ça lâche des pets, puis ça augmente les émissions de gaz carbonique, les émissions de méthane, les émissions de gaz carbonique. Donc, il faut vraiment arrêter de manger de la viande. Et si vous êtes un individu responsable, non seulement vous avez le petit filtre sur votre Facebook que vous vous êtes fait injecter pour sauver la planète, mais maintenant que vous consommez des insectes. À cet effet, vous avez vu la propagande, la machine à propagande qui est à l'œuvre, où on voit les Nicole Kidman et Angelina Jolie de ce monde manger des tarentules vivantes, des plats de verre à farine, etc., etc. Donc, on veut nous vendre l'image que consommer des insectes, c'est cool. Et la même maudite gang de bien-pensants qui disait que si on se faisait pas injecter, on était des égoïstes, des covidios et qu'on allait tuer les petites grand-mères de ce monde. Eh bien là, si on ne se convertit pas à la consommation d'insectes, on va être des insectidios, j'imagine, et on contribue au réchauffement climatique avec notre viande. Vous savez que euh, nos, nos psychopathes d'élite non élus démocratiquement du Forum économique mondial nous appellent d'ailleurs les meat eaters, les mangeurs de viande. On n'est pas leurs équivalents humains, on n'est pas des hommes et des femmes, on n'est pas des êtres sentients et bien-pensants, on est des mangeurs de viande. Donc, pour eux, d'enlever la viande, c'est vraiment pas un problème. Je me demande si eux vont manger
des insectes comme ils nous l'imposent aussi, ils vont continuer à consommer leur filet mignon dans le cadre de leur petit cocktail avec le sandwich pas de croûte à quelques milliers de dollars du couvert dans leur rencontre biannuelle à Davos. Donc, on nous dit qu'on a un problème de terre arable, on nous dit que on va souffrir d'un manque d'eau d'ici 2030. Donc, peut-être qu'on pourrait, hein, ça nous donne quand même une fenêtre de presque une décennie pour trouver des solutions au manque d'eau, pour trouver peut-être le moyen de dessaliner les eaux. Mais non, la solution, ça serait soi-disant de consommer des grillons, ce qui est par ailleurs très discutable parce que je regardais hier euh, comment on fabrique dans une des fermes canadiennes les grillons. Et on nous explique qu'après avoir vécu durant 6 semaines, hey, tu lis ça, là, c'est quasiment poétique, là, c'est quasiment comme s'ils jouent de la musique classique puis qu'ils ont un orchestre symphonique pour s'assurer que les grillons, durant leur passage sur la Terre, aient une vie le plus agréable possible. Et donc, on les baigne, on leur donne un bain, avant de les euthanasier. J'ai fait des recherches pour savoir comment on procédait à l'euthanasie des grillons et j'ai pas trouvé les réponses nulle part. Donc ça, c'est intéressant. Sur d'autres sites qui n'étaient pas reliés, on parlait de l'utilisation de différentes formes d'euthanasie qui se fait en général avec des produits chimiques comme le chlorure de potassium qui est utilisé dans les injections létales. Donc, imaginez si on commence à introduire le grillon en masse dans la majorité des aliments de consommation et que pour tuer les insectes, on va procéder à la vaporisation de gaz toxiques, eh bien, vous comprenez que ça va directement dans notre aliment. À part ça, c'est bien beau de leur donner un beau petit bain avant de les euthanasier, mais ça veut dire qu'on ne vide pas leur trip de quoi que ce soit, donc on consomme les grillons entiers, incluant le contenu de leur tube digestif. Donc, bref, je suis pas sûre que ça va vraiment réduire l'utilisation de l'eau si on doit donner des petits bains aux petits grillons avant de les consommer. Bref, qu'est-ce qu'on nous dit? On a un problème d'eau. Après ça, la consommation d'insectes qu'on appelle l'entomophagie. On met toutes sortes de noms autour de ça. J'ai vu aussi il y a un nouveau terme dont le mot m'échappe pour parler de cette mode alimentaire d'inclure, c'est un petit peu comme on a les végétariens puis les véganes, on a ceux qui consomment aussi les insectes. Donc, on nous dit encore une fois que 2 milliards d'individus consomment des insectes. Hein? Donc, si toi, tu n'en manges pas, tu es un petit peu arriéré parce que, regarde, get on the bandwagon, le restant de la planète le fait. Seules les personnes appartenant aux cultures d'Europe occidentale et les nations dérivées d'elles n'utilisent pas les insectes comme nourriture. On est une gang de caves. Actuellement, 1 à 1,2 milliard d'insectes sont élevés dans les fermes chaque année pour l'alimentation humaine et animale. En général, la plupart des pays qui les consomment, c'est pas des grillons puis des insectes qui sont cultivés, c'est des insectes qu'ils trouvent dans la nature. Et comme je disais, c'est souvent parce qu'ils n'ont pas vraiment le choix économiquement parlant. C'est pas parce que c'est une option extraordinaire puis qu'ils veulent sauver la planète. Donc, la pratique est toutefois restée essentiellement manuelle jusqu'à présent. Donc, c'est là où rentrent en jeu les fameuses big tech avec l'intelligence artificielle, parce que ces fameuses fermes à grillons sont dominées et contrôlées par l'intelligence artificielle et l'Internet des objets. Donc, on nous dit qu'on est à un tournant et qu'enfin, on va être en mesure d'industrialiser l'élevage d'insectes dans un environnement confiné. La manipulation des insectes ténébriaux moliteurs est entièrement effectuée par des robots programmés. Donc, non seulement on va manger des insectes, mais on n'aura même pas besoin de nous autres pour les élever. Ah oui, petit cœur sensible qui tue des millions de grillons par année, peut-être que ça les dérangerait. Alors, bien, évidemment, les robots, ça ne les dérangera pas. Alors, il y a beaucoup question de ce changement de règlement en Europe ou l'adoption de ce règlement, je devrais plutôt dire, qui maintenant autorise
l'incorporation de 3 insectes, donc les vers à farine, puis les grillons, dans l'alimentation courante. Il y a une liste de quelque chose comme 14 aliments dans lesquels ils vont pouvoir incorporer ces insectes et il y a des confusions par rapport au règlement. Il y a des points qui disent que l'étiquetage va être obligatoire et des points qui disent que ça ne sera pas nécessaire. Et c'est vraiment problématique parce que les insectes, l'exosquelette des insectes, en réalité, contient de la chitine. Et la chitine, ça fait partie de ces substances qui sont hautement allergisantes. Donc, les gens qui souffrent d'allergies aux crustacés, aux fruits de mer, peuvent réagir à la chitine des insectes. Donc, on incorpore de la farine de grillon sans devoir l'inscrire sur une étiquette. Ça peut être vraiment problématique. Ça peut avoir des conséquences allant jusqu'au décès des gens qui les consomment. Alors, il faut vraiment que l'étiquetage soit transparent à ce niveau-là. Mais donc, on nous parle beaucoup de ce qui se passe en Europe du côté des règlements, mais pourtant, plus près de chez nous, le 27 juin 2022, Trudeau a fait une annonce qui est presque passée sous le radar. Hein? Je veux dire, moi, c'est parce que je consomme énormément d'informations qui proviennent des États-Unis que j'ai été alertée parce que au Canada, on n'en parle presque pas, mais le 27 juin, Trudeau, via Agriculture et Agroalimentaire Canada, a annoncé un investissement de 8,5 millions de dollars à une compagnie qui s'appelle Aspire Food Groups, qui est située en Ontario. C'est une entreprise agricole d'insectes et on leur a attribué leurs 8,5 millions de dollars de l'argent des contribuables. On n'a évidemment pas été consulté là-dessus pour construire une nouvelle installation de 4,8 hectares de production de grillons à l'extérieur de London, en Ontario. Donc, évidemment, on ne nous demande pas si on est d'accord pour financer ça, d'abord comme principe. Deuxièmement, d'un point de vue environnemental, parce que d'installer des fermes de 4,8 hectares de grillons dans notre voisinage, c'est peut-être pas la meilleure idée du monde. Donc, on nous passe ça comme ça, 8,5 millions, bon, c'est peut-être pas tant que ça. Ce qui fait en fait d'Aspire la plus grande usine à grillons au monde. Donc, imaginez ça pour un instant, dans un pays où les insectes, ça fait pas partie de notre alimentation, que le gouvernement subventionne à coût de 8,5 millions, la plus grande usine à grillons au monde, c'est quand même assez particulier, et que les journalistes passent pratiquement ça sous silence. On ne veut pas tomber dans la théorie du complot, mais avouez que c'est quand même particulier. Et 8,5 millions, ça serait que la pointe de l'iceberg. Il y a Karen Seelig qui a écrit au Western Standard pour dire que depuis, l'entreprise semble avoir reçu 16,8 millions de la part des contribuables canadiens par l'entremise de ce qu'on appelle le NGEN, qui est un programme fédéral qui va comme suit Next Generation Manufacturing Canada. Donc, on crée des beaux petits programmes comme ça et à travers ces sous-programmes, on va dire, on arrive à envoyer l'argent aux compagnies qui répondent aux critères. Très souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder les critères de la compagnie et on va créer le programme pour être sûr qu'il se qualifie. Et c'est un moyen détourné de financer les tinamis. Donc, Karen Seelig nous dit qu'il semble que ce ne soit que le premier versement, car le total du projet pour la chaîne d'approvisionnement en protéines d'insectes au Canada, c'est comme ça qu'ils ont appelé leur projet, est indiqué sur le site web de NGEN comme étant de 73 millions. 73 millions de dollars pour financer la plus grande firme de production de grillons au monde. Tu sais que Trudeau, là, ça a été un des premiers à garantir que chaque Canadien allait disposer de 5 doses de l'injection génique expérimentale avant même que les études soient conclues sur la base d'un règlement d'urgence. On s'est assuré d'éliminer des médicaments qui faisaient partie de la liste des médicaments depuis le début des années 1900, qui faisaient partie de la liste des médicaments essentiels de l'OMS, tels que l'hydroxychloroquine.
pour pouvoir donner une autorisation d'urgence à ces injections géniques expérimentales. Et Trudeau a été un des premiers, puis reprenait encore l'affirmation du plus grand médecin mondial qui a jamais étudié la médecine, notre ami Billy Boyle, qui disait qu'il n'y aurait pas de retour à la vie normale avant l'apparition de ces injections et d'un moyen électronique de contrôler qu'on avait bien reçu ces injections. Et tout de suite après, notre ami Justin reprenait cette même affirmation et dépensait 850 millions de dollars pour sécuriser que chaque Canadien ait ses 5 doses du nectar mortel. Donc, on semble être très à l'avant-garde avec tous les projets qui sont annoncés par les Tinamis du Forum économique mondial et cette question de financer. Donc, Aspire Food Group ne fait pas exception. Le site même d'Aspire, que j'ai vérifié directement, reconnaît qu'il a également reçu une 3e subvention gouvernementale de 10 millions de la part, encore une fois, d'un programme détourné, le Sustainable Development Technology Canada, en juin 2020. Donc, ça n'a pas commencé hier. Vous savez qu'on est dans cette application de ce qu'on appelle l'agenda 2030. Donc, vous voyez qu'on était en plein dans le mire en juin 2020. Aspire était déjà financé. Donc, on parle d'un investissement de 8,5 millions qui a été fait en juin, un autre 16,8 qui avait été fait un peu plus tôt via le programme Next Generation Manufacturing Canada pour un total de 73 millions, une fois tous les crédits appliqués, et un autre 10 millions à travers les Sustainable Development Technology Canada. Tu sais, le Sustainable Development Goal de la part du Forum économique mondial, puis Sustainable Development Technology du Canada, puis on veut nous dire qu'il n'y a aucun lien. Encore une fois, pourquoi financer à coût de pratiquement 100 millions de dollars la plus grande usine à grillons au monde dans un pays où la consommation d'insectes ne fait aucunement partie de notre culture? Ça sort d'où si ça sort pas des Sustainable Development Goals? Donc, on nous parle que l'installation traitera des protéines à base de grillons, contribuant ainsi à faire progresser l'utilisation de protéines d'insectes dans les produits alimentaires pour humains et pour animaux de compagnie. Donc, il y a tout un groupe qui s'attaque aux complotistes. Savez-vous qu'il y a un département universitaire au complet en Ontario où on a des études sur les complotistes parce que on fait partie avec notre désinformation des menaces, des top 10 menaces à l'humanité. Donc, il y a une chaire universitaire au complet dédiée aux complotistes. Et eux autres, ils nous disent, oh, oui, c'est pas vrai que ça a rapport avec le Forum économique mondial. Les grillons, c'est pour nourrir les animaux de compagnie. Donc, quand on regarde ce qu'il en est réellement, eh bien, la fameuse usine à grillons nous dit, en fait, le PDG, Monsieur Achour, dont je vais vous parler dans une minute, a déclaré que 10 du produit, soit 1,3 million de kilos, pensez-y là, combien ça prend une petite table de grillons pour faire 1,3 million de kilos, est vendu pour la consommation humaine. Le reste est vendu à l'industrie des aliments pour animaux de compagnie. Donc, 90 va aller dans, supposément, la moulée de nos animaux ou les aliments de nos animaux de compagnie, mais il en demeure que 1,3 million va aller pour la consommation humaine. Donc, parmi ces 1,3 milliard, apparemment que c'est pas tous nous autres, les Canadiens, qui va consommer ça. Aspire Food Group, tout heureux d'être content d'annoncer ça, on trouve ça sur Internet, a conclu un accord de plusieurs millions de dollars pour vendre ces grillons à Lotte Confectionery Corp, qui est une compagnie de la Corée du Sud, nous déclare Mohamed Achour. Donc, vous savez que notre ami Justin a des liens particuliers avec plusieurs musulmans. Hein, il semble avoir une affection particulière, bon, à part le fait qu'il fait des voyages pour aller se déguiser et avoir l'air d'un
cave en Inde. Il entretient des liens aussi particuliers avec les Arabes et on va voir un petit peu plus loin qui est ce monsieur Achour, le fameux président de Aspire Food Group qui a reçu quelque part comme 100 millions de dollars de la part de notre ami Justin. Donc, cette nouvelle a été reprise par le Chronicle qui nous dit que les amateurs de collation en dîneront bientôt par des grillons cultivés à London. Évidemment, c'est une traduction libre du texte. Donc, qui est Mohamed Achour? Parce que, évidemment, quand on voit une anomalie comme ça, c'est-à-dire qu'on dirige à travers des programmes un peu obscurs qui ont des noms semblables à ceux du Forum économique mondial, quelque chose comme 100 millions de dollars, de l'argent des contribuables canadiens dans un projet de plus grande ferme à grillons au monde. En fait, c'est plus juste un projet. Là, et là, la ferme, il y a des photos et tout le machin. Il faut voir d'où ça sort. Puis comme c'est habituellement le cas en politique, surtout en politique de la santé, en fait, peut-être pas surtout, mais c'est ce que je connais le mieux, il faut aller voir les motifs ultérieurs et en général, la réponse, c'est « follow the money », suivez l'argent. Donc, qui est Mohamed Achour? Donc, il serait d'origine égyptienne. Donc, évidemment, hein, le Canada, on est cette belle terre d'accueil. Donc, arrive un Égyptien à un moment donné au Canada et il reçoit 100 millions de dollars de la part du gouvernement canadien. C'est le fondateur et PDG d'Aspire. C'est un diplômé de l'Université McGill et il était conférencier invité parce que dans cet esprit de propagande et de normalisation de la consommation d'insectes. Vous n'êtes peut-être pas au courant. En tout cas, moi, je n'étais pas au courant parce qu'encore une fois, ça passe sous le radar des médias mainstream. On a eu une méga conférence au mois de juin à Québec qui s'appelait Insects to Feed the World. Donc, juin 2022, Insects to Feed the World. Et un des conférenciers invités, c'était Mohamed Achour, qui a aussi un TED Talk sur la thématique des insectes. En 2013, notre ami Achour a remporté le prestigieux prix Hult, dont je vais vous parler, de 1 million de dollars américains, qui lui a été présenté par le président Bill Clinton. Donc, diplômé de McGill, le gars, il est égyptien, mais reçoit le prix Hult de la part de Bill Clinton en 2013 pour ses innovations entourant la consommation d'insectes. Et là, je suis allée voir, ça se pourrait-tu qu'il y ait un lien avec le Forum économique mondial? Et là, c'est assez bizarre parce que lui s'appelle supposément Mohamed Achour, puis il y en a un autre qui s'appelle Ahmed Achour sur la page du Forum économique mondial. Mais celui-là, il est plus dans les histoires de Big Tech, mais c'est la même photo. Je ne suis pas dans la théorie du complot, je suis juste dans les sites web. Donc, le prix Hult, qui a été présenté à M. Ahmed par Bill Clinton, selon le Trumpet, le prix Hult est financé par qui? Nul autre que les Nations Unies. Eh oui, le parent de l'OMS, les Tinamis du Forum économique mondial, qui finance des projets ciblant les initiatives en matière de changement climatique. Ben oui, parce que vous savez que le but du Forum économique mondial, donc cette gang de psychopathes non d'élus démocratiquement, mais qui contrôlent notre vie de tous les jours et qui érodent de nos droits humains et fondamentaux à la vitesse de lumière. Leur but, c'est toujours, évidemment, de sauver la planète et de faire qu'on évolue dans un monde meilleur. Alors, vous vous rappelez que le gars, c'est un Égyptien qui a étudié à McGill, mais sur le site du gouvernement de Dubaï, parce que, tu sais, je suis allée chercher loin, le truc était écrit en arabe, mais j'ai fait les traductions Google puis tout le machin. Sur le site du gouvernement de Dubaï, on a vu qu'avec le soutien du prix Hult, Achour a réussi à commercialiser des insectes riches en protéines et en nutriments comme source de nourriture abordable. Et aujourd'hui, son entreprise assure la sécurité alimentaire d'environ 25 millions de personnes en tant que l'un des plus grands fabricants d'insectes commerciaux au monde. Donc, moi, j'ai un petit peu de misère à comprendre là, parce que
sur le site web d'Aspire, on nous dit qu'il y a juste 10% de la production des grillons qui va à la consommation humaine, donc 1,3 million de kilos d'insectes. Mais avec ça, il nourrit 25 millions de personnes. Puis il y a un gros contrat avec la Corée du Sud. Fait que je ne sais pas, mais là, ça commence à avoir. Je me suis dit, je pense que dans le désert, Jésus multipliait les pains, mais à chaud, il multiplie la manne parce que avec 1,3 million de kilos d'insectes, il va nourrir 25 millions de personnes dans le monde, plus le gros contrat avec la Corée. Puis ça, c'est juste 10% de la production des grillons. Fait que, à moins qu'il y ait un miracle d'ordre divin, il y a une multiplication des grillons que je comprends pas dans mes maths à moi. C'est vrai que j'ai pas l'intelligence artificielle pour faire ce genre de calcul. Alors, encore une fois, on n'est pas dans la théorie du complot. Mais dans le cadre du programme de pénurie alimentaire qui a été planifié par les élites pour produire des grillons pour la consommation humaine, faut voir qu'est-ce qui se passe. Comment ça se fait qu'on interdit l'utilisation d'engrais? Vous avez vu toutes en Europe les manifestations des fermiers. On fait jeter le lait, on fait jeter les œufs, etc. Mais on veut nous dire que ça n'a rien à voir avec les élites mondiales. L'installation de production de grillons à l'intention de remédier à l'insécurité alimentaire et d'approvisionner en aliments protéinés riches en nutriments. Il n'y a pas de rapport avec les prétendues élites. On sait, là, c'est vraiment pour sauver la planète, puis surtout qu'on n'aille pas vers le réchauffement climatique, parce que ça serait vraiment terrible. La crise actuelle de pénurie alimentaire est causée par la hausse des coûts du carburant qui perturbe la demande de la chaîne d'approvisionnement mondiale et par l'invasion russe en cours de l'Ukraine. Donc, ça n'a vraiment rien à voir avec un plan machiavélique de l'élite. Ça, c'est un discours complotiste. Mais ceci étant dit, au Forum économique mondial, des rapports publiés en 2022 examinent les insectes comme une source de protéines alternatives qui pourrait ralentir les changements climatiques. Ça n'a pas rapport, mais en 2022, ils ont quand même produit un rapport en se disant, mais peut-être que les insectes, ça pourrait être une solution. Donc, une division des Nations Unies qui s'appelle le Food and Agriculture Organization of the United Nations, qu'on va appeler le FAO. Donc, ils ont eu un sommet, eux autres, sur les systèmes alimentaires le 23 septembre 2021 à New York. Encore une fois, on est dans les développements durables de 2020 à 2030. Donc, ça n'a pas commencé. Là, tout le monde s'est mis à capoter là-dessus avec l'annonce du nouveau règlement de l'Union européenne, là, mais c'était dans le collimateur depuis un bout de temps. Donc, il y avait eu un sommet sur les systèmes alimentaires. Ils ont ouvert la voie à la transformation des systèmes alimentaires mondiaux afin d'atteindre les objectifs de développement durable d'ici 2030. Et cette fameuse Association des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture prévient que la population mondiale devrait atteindre 9 milliards au cours des 30 prochaines années, ce qui augmentera encore la demande sur la production alimentaire et exercera une pression supplémentaire sur l'environnement. Cela entraînera des pénuries de terre, d'eau, de forêts, de poissons et de ressources riches en biodiversité, ainsi que de nutriments et d'énergie non renouvelables. Donc, il faut se rappeler que derrière toutes ces histoires de pandémie, vous savez, pendant la pandémie, quand ils nous ont mis des couvre-feux puis des confinements, ils prenaient des photos. Ils nous ont montré plusieurs villes du monde, là, la grande pollution avant les confinements, puis après les confinements. On n'est pas assez con pour penser que le virus, après 8 heures le soir, devenait plus actif puis dormait dans la journée, qu'il y avait juste un chiffre de soir, le virus, puis qu'il allait juste dans certains endroits, puis que si tu étais assis dans le bar, tu étais correct, mais si tu te mettais à danser, là, le virus allait t'attaquer. Tu sais, c'était des absurdités scientifiques, une après l'autre. Ils insultaient constamment notre intelligence. Mais il faut comprendre que tout ça, c'était dans le but d'aller vers ces objectifs de l'agenda
du développement durable de 2030. Donc maintenant, on va se servir de ces photos qu'on a prises durant les confinements avec les fameuses Smart Cities. Vous savez qu'on a des projets pilotes à l'œuvre, dont un en Angleterre, où on veut assigner les gens à domicile. Pratiquement, on ne pourra pas se rendre plus loin que 15 minutes de notre domicile. Il va y avoir certains permis, on va avoir le droit d'y aller une couple de fois durant l'année, mais on va ni plus ni moins être pris. Et comme ils vont prendre le contrôle de notre argent aussi, bien, s'ils décident que vous n'avez pas accès à de l'argent ou que votre carte de débit, qui sera éventuellement la puce, là, 2025, selon Klaus Schwab, vous ne pourrez pas l'utiliser à plus que 15 minutes de distance de votre domicile, mais vous ne pourrez pas y aller. Ils n'auront même pas besoin de surveillance, ni par des robots, ni par des caméras. Ils ont juste à désactiver votre moyen de paiement. Ils ont juste à mettre un contrôle sur votre voiture électrique. Pourquoi vous pensez qu'ils poussent tellement vers l'utilisation des voitures électriques? L'Hydro-Québec est déjà en train de nous dire qu'il y aurait besoin de 14 barrages additionnels pour suppléer à la demande. Ils veulent qu'on arrête d'utiliser des voitures conventionnelles pour aller vers les voitures électriques. Donc, c'est rempli d'incongruences du début à la fin, mais on nous essaie toujours de nous faire passer ça dans le but de sauver la planète. Donc, c'était dans le but de sauver la planète du gros virus. Et là, on se sert des photos qu'on a prises, on se sert des excuses de confinement et de couvre-feu pour essayer de nous implanter maintenant un nouveau mode de vie dont la consommation d'insectes va faire partie. C'est la grande réinitialisation alimentaire, en fait, qu'on essaie de nous imposer. Donc, selon la FAO, l'élevage d'insectes pour l'alimentation humaine et animale pourrait offrir une solution respectueuse de l'environnement à la crise alimentaire imminente. Okay? Évidemment, on ne nous parle pas d'agriculture biologique, on ne nous parle pas d'avoir des jardins dans des villes, on ne nous parle de rien de ça. La seule solution, c'est évidemment des insectes parce que les insectes vont être contrôlés par l'intelligence artificielle. Donc, ça met de l'argent dans les poches des big tech. C'est des trucs qu'il va falloir utiliser, encore une fois, un paquet de substances chimiques dans la production qui va aller mettre de l'argent dans les poches des Bayer, Monsanto de ce monde. Alors, quels sont les arguments en faveur? Et attention, je ne vous dis pas que je suis d'accord. Il y a déjà quelqu'un qui a commencé à publier depuis la semaine dernière ma publicité de l'émission en disant que j'allais donner un cours 101 pour essayer de convaincre les gens de manger des insectes. Il faut très mal me connaître. Donc, je vous cite les arguments en faveur. Ce sont les arguments de la FAO et non pas les miens, mais vous savez, pour comprendre le langage de l'ennemi, il faut savoir ce qu'ils essaient de nous enfiroiper, parce que comme ça, on est capable d'avoir des contre-arguments quand ça viendra le temps d'en parler aux endormis. Donc, c'est une source de protéines. Bon, ça, c'est indéniable. Là, les insectes sont une source de protéines. Eux, ce qu'ils nous disent, c'est que ça peut produire une quantité équivalente de protéines de qualité par rapport aux animaux. Donc, ce qu'ils oublient de vous dire, c'est que c'est quand même pas tout à fait de la même taille, hein, un grillon puis une vache. Donc, une étude récente a montré que les insectes offrent entre 9,96 et 35,2 grammes de protéines par 100 grammes versus 16,8 et 20,6 grammes pour la viande. Autrement dit, leur rendement en termes de protéines par grillon serait supérieur au rendement de protéines par vache. Donc, la FAO nous dit que la promotion des aliments à base d'insectes, en partie parce que les insectes qui sont à sang froid sont plus efficaces que les autres animaux pour convertir leur nourriture en viande. Donc, en moyenne, les insectes peuvent convertir 2 kilos d'aliments en 1 kilo de masse d'insectes, tandis que les bovins ont besoin de 8 kilos d'aliments pour produire 1 kilo de gain de poids corporel. Donc, OK, ils ont un petit tube digestif, ils ont de la petite masse, fait que c'est plus efficace. OK, d'accord. Les insectes font partie d'un écocycle vertueux. Ben oui, parce que les cacas d'insectes, on peut s'en servir comme engrais, paraît-il. Donc, l'agriculture circulaire, qui appelle ça. On détourne les matériaux de décharge. Tout ce qui parle des insectes et nous mettent ça tellement cute. C'est pas des cacas de grillons. C'est des matériaux de décharge. Tellement, hein, ça sonne bien plus smooth.
qui produisent 20 des émissions anthropiques, donc produites par l'homme, mondiales de méthane, et sont le deuxième plus grand producteur de gaz à effet de serre. L'utilisation d'insectes comme intrant pour une autre fonction termine le cycle a également un impact positif sur le changement climatique. Donc, les cacas d'insectes sont moins polluants. C'est un ingrédient sain. Des récentes études menées sur des souris ont montré une réduction significative du cholestérol. Vous mangez des grillons dégraissés versus la viande bovine, ça va faire baisser votre cholestérol. Mais là, le cholérol, là, vous allez écouter mon émission sur les mythes entourant le cholestérol et vous allez voir que c'est toute de la bullshit. Mais donc, chez les souris, le ténébrio molitor, donc ça, c'est un terme à retenir parce que il faut le chercher sur les étiquettes, le ténébrio molitor a contribué à réduire le cholestérol chez les souris. Donc, la teneur élevée en protéines fait des grillons un ingrédient hautement digestible qui peut être utilisé dans la nutrition des personnes âgées. Ben oui, personnes âgées, ils prennent tous des inhibiteurs d'acide, des inhibiteurs de pompe à protons. Ils n'ont plus d'acide, ben ils vont digérer le chitin. Ben oui, c'est sûr. Chitin, chitine, là, ça dépend comment vous le dites. Donc, une production plus durable, bon, oui, c'est sûr, là, hein, développement durable. Les insectes ont également besoin de moins d'eau et de terre que le bétail traditionnel et produisent 10 à 100 fois moins d'émissions de gaz à effet de serre par kilo de nourriture que les porcs. Ben, moi, on a pris ce qui était le plus polluant. Besoin de moins d'eau, ben c'est sûr, ils en boivent moins, mais comme je vous dis, ils leur donnent des petits bains avant de les euthanasier puis de les faire griller à au-dessus de 225 degrés Fahrenheit. Une étude sur les grillons suggère qu'ils sont 2 fois plus efficaces pour convertir les aliments en viande que le poulet, au moins 4 fois plus efficaces que les porcs et 12 fois plus efficaces que les bovins. Des petites machines, ces beaux petits grillons. Donc, l'élevage d'insectes permet une réduction de plus de 99% de la pollution par rapport aux autres formes d'élevage, avec 80 fois moins d'émissions de méthane que le bœuf. L'affaire là-dedans, c'est quand on nous parle que ça réduit de 99% la pollution. Mais oui, mais ils n'en parlent pas des petits bains qu'on donne aux insectes. Ils nous disent pas avec quoi ils vont les euthanasier. Ça va-tu être un produit chimique? Vous savez que la plupart des produits chimiques sont faits avec des produits dérivés du pétrole, grâce à Rockefeller, qui finançait la découverte de ce qu'il pouvait faire avec son monopole du pétrole. Et c'est comme ça que l'industrie des médicaments pharmaceutiques est née, mais beaucoup de produits chimiques. Donc, si on euthanise les grillons avec des produits chimiques dérivés du pétrole, sont-ils vraiment moins polluants? Après ça, on leur donne le petit bain. Et après ça, on les fait cuire. Ces fours-là, sont-ils alimentés à l'énergie solaire ou c'est des fours au gaz? Ça serait peut-être intéressant de se poser la question. Si on fait juste regarder le grillon, mais à part ça, il faut qu'il mange quelque chose, le grillon. Il mange quoi, le grillon? D'autres insectes? On les fait pousser dans des fermes, eux autres aussi? Il manque un petit peu d'informations dans le discours propagandiste. Donc, on nous parle évidemment des cacas de grillon comme étant un excellent engrais. D'ailleurs, sur le site d'une autre ferme d'élevage canadien, on voit que Canadian Tire a adopté les engrais à base d'insectes. Vous allez donc, tout ce que vous allez acheter comme plante chez Canadian Tire va contenir ça. Vous savez que Canadian Tire est un premier à refuser notre argent. Moi, j'ai même pas pu changer ma distributrice d'eau qui était brisée, que je venais d'acheter. Ils m'ont refusé de changer la distributrice d'eau quand il y avait des bâches sur tout chez Canadian Tire. Donc, on comprend que Canadian Tire est dans la cour des tsunamis parce que ils ont déjà incorporé les engrais à base de grillons. Alors, on doit regarder quels sont les obstacles parce que
c'est tellement merveilleux l'utilisation des insectes dans notre alimentation. Donc, pourquoi on ne se met pas tout à ça? Bien évidemment, le Forum économique parle de désinformation, les méchants comme moi qui font de la désinformation à la journée longue, hein, parce que eux autres ont un discours très scientifique, ils sont même pas capables de rédiger un règlement européen qui est conséquent. D'un côté, on dit qu'on va exiger l'affichage, de l'autre côté, on dit qu'on va pas l'exiger. La première étude qui date de 2017 sur les insectes nous dit c'est bourré de parasites, ces affaires-là. Il y a au moins 30 des parasites qui sont transmissibles à l'humain. Il faut faire d'autres études. Puis malgré ça, on met des règlements, on finance à coût de 100 millions la plus grosse usine à grillons au monde à London, en Ontario, mais c'est les gens comme moi qui font de la désinformation et qui renient la science, effectivement, effectivement. Donc, on nous dit que les obstacles à l'adoption des grillons, c'est la désinformation, mais Justin va s'en occuper parce qu'avec la loi C-21, il va filtrer qu'est-ce qu'on va dire sur Internet aussi. Ça va devenir comme la télé et la radio, ça va être soumis au même genre de censure, probablement une censure encore plus sévère parce que, comme je vous l'ai dit, la désinformation, ça fait partie des menaces à la sécurité mondiale on the top 10 avec les terroristes. Donc, c'est vraiment important de nous censurer. Alors, la désinformation des méchants complotistes contribue à un obstacle majeur à l'adoption des insectes, la répulsion naturelle des humains envers les insectes et les législations. Les législations sont déjà en train de s'occuper. La version naturelle, ben, c'est ce qu'ils font, c'est qu'ils nous mettent des Nicole Kidman puis des Angelina Jolie pour nous convaincre que c'est cool. Évidemment, Netflix, qui fait partie de l'appareil de propagande des woke, va nous en mettre de plus en plus, toutes sortes de documentaires. Tous les médias mainstream se sont mis à parler de la consommation d'insectes avec des belles photos. Vous avez vu qu'on a eu ce gros congrès à Québec au mois de juin dernier. Il y a plusieurs fermes à grillons au Québec aussi et il y avait des grands chefs qui étaient invités pour nous convaincre d'inclure les grillons dans notre alimentation, que c'était de la haute gastronomie. Ils ont fait des poutines aux grillons, ils ont fait toutes sortes de plats à base d'insectes et on essaie de nous convaincre que c'est cool et, encore une fois, les bien-pensants vont se mettre de la partie pour nous dire qu'on est une gang d'égoïstes qui renie la science, des édentés si on ne se met pas à la consommation d'insectes. Donc, évidemment, il y a un marché derrière ça, hein, follow the money. À l'échelle mondiale, le marché des insectes comestibles pourrait atteindre plus de 700 millions de dollars américains d'ici 2024. Il s'élevait à seulement 112 millions en 2019. C'est vraiment un marché exponentiel, multiplié par 7 à l'intérieur de 5 ans. Selon un rapport de Global Market Insights Research, une usine visant à produire quelques 50 000 tonnes de larves d'insectes nourries aux déchets alimentaires par année verra le jour à Drummondville. Donc, on ne sera pas en reste avec London en Ontario. Il y a eu, comme je vous le disais, la 4e conférence internationale Insects to Feed the World qui s'est tenue à Québec. Donc, avec ces trentaines de fermes. On faisait la promotion donc d'une trentaine de fermes d'insectes qu'on retrouve au Québec. Donc, je vous ai parlé des pseudo-avantages de la consommation d'insectes. Maintenant, je vais vous parler des vraies affaires. Donc, la chitine qui fait partie de l'exosquelette des insectes qu'on ne peut pas enlever. Vous savez que dans le processus de transformation de divers aliments, il y a des parties qu'on pourrait enlever, mais la chitine, on ne peut pas l'enlever. Ça fait partie intégrante vraiment du squelette des insectes qui sont, comme je vous ai dit, euthanasiés, rôtis et réduits en poudre entier. Donc, la chitine, arrangez ça comme vous voulez, elle se retrouve dans la poudre de grillon, pas juste dans les grillons entiers. Alors, même la fameuse FAO, nous dit qu'il y a certaines préoccupations en matière de salubrité des aliments lorsqu'on considère les insectes comestibles. La composition en acides aminés aussi, parce que je vous disais tantôt, c'est vrai que les grillons sont peut-être efficaces à convertir leur alimentation en protéines, mais ce n'est pas des protéines qui sont d'aussi bonne qualité que des protéines animales, comme par exemple les œufs.
ou la protéine bovine, parce qu'on nous dit que la protéine est faible en méthionine, en cystéine et en tryptophane. C'est triste parce que le tryptophane est un précurseur de la sérotonine, donc c'est un neurotransmetteur qui contribue à notre sensation de bien-être et qui est le précurseur de la mélatonine qui favorise notre sommeil. Ah non, c'est vrai, j'oubliais qu'on a juste à vendre des médicaments anxiolytiques et des somnifères qui vont enrichir des pharma. Alors, c'est pas grave si on a des protéines qui sont réduites en tryptophane. Le risque d'allergène, vous en avez déjà parlé. Alors, il existe un potentiel de développer des réactions allergiques graves. Et vous savez, ce qui est particulièrement préoccupant pour ça, c'est que le risque d'allergie augmente toujours avec l'usage. Donc, si on fait des tests, exemple, les gens qui consomment des crustacés, des fruits de mer, ils n'en retrouveront pas dans tous les aliments. Mais là, si on se fie à ce qui se passe en Europe avec le règlement de la Commission européenne, on voit qu'ils vont en mettre dans 14 aliments pour débuter, qui passent de la bière au chocolat, au pain, aux pâtisseries, à la protéine de lactosérum. La protéine de petit lait va contenir de la protéine d'insecte. Donc, ils vont en mettre littéralement partout et ne seront peut-être pas obligés d'afficher. Et donc, si les gens consomment comme ça de la protéine d'insectes dans un paquet d'affaires, ils étaient peut-être pas allergiques à la chitine parce qu'ils consommaient des fruits de mer 2 fois par année, mais maintenant, dans presque tout ce qu'ils consomment, il va y avoir de la chitine. Donc, le risque d'allergie va augmenter de manière exponentielle. Après ça, il y a des substances nocives. Bon, si on a seulement recours à des grillons qui sont sur des fermes, ben, c'est sûr que leur alimentation est contrôlée, puis ils vont être élevés par l'intelligence artificielle. Donc, on s'imagine qu'ils vont pas être nourris de cochonneries. Sauf que, à partir du moment où tu ouvres la boîte de Pandore, puis que les gens considèrent que ça devient acceptable de consommer des insectes, ben, c'est sûr qu'il va peut-être en manquer. C'est sûr qu'il y a des gens qui vont peut-être se mettre à inventer puis dire, ben, moi, j'en ai des grillons dans ma cour en arrière, pourquoi j'irais acheter un truc à 30 le kilo quand je peux manger les grillons qui sont derrière chez moi? Mais là, les grillons derrière chez nous, ils peuvent avoir toutes sortes de trucs, comme des métaux lourds, par exemple, dans leur tube digestif. Ils sont exposés, ils mangent des trucs, ils mangent des choses sur le bord de la route, donc ils peuvent être exposés à toutes sortes de choses comme ça. De manière naturelle aussi, il y a des substances à l'intérieur des insectes qui sont nocives pour nous, qui vont avoir un impact sur la biodisponibilité des nutriments, comme par exemple l'acide phytique. L'acide phytique, il y en a dans les céréales, il n'y en a pas juste dans les grillons, mais encore une fois, c'est le fait qu'ils vont en camoufler partout qui devient préoccupant. Une autre substance qui s'appelle la thiaminase, il y a des tanins, il y a des oxalates, donc toutes des substances qui peuvent interférer avec l'absorption de nos nutriments. Donc, non seulement il va en avoir partout, on n'aura plus des protéines de bonne qualité, mais en plus, ça va interférer avec notre bonne alimentation. Ensuite, il y a des risques au point de vue biologique parce que, comme je vous le disais tantôt, cette étude de 2017 avait déjà attiré notre attention sur le fait que ces bébites-là ont d'autres bébites à l'intérieur de leur tube digestif. Ils peuvent avoir des bactéries comme l'Escherichia coli, qui est responsable des infections urinaires notamment, des campylobactères, des virus, des parasites et des champignons. Donc, on a une préoccupation supposément par rapport aux virus qui ont toujours composé 10 à la 31 de notre environnement, 10 avec 31,0, mais là, tout d'un coup, on se préoccupe des virus. Ben là, on va introduire dans notre alimentation à nauséum des insectes qui peuvent être des vecteurs de certains virus. Ensuite, au niveau chimique, comme je disais, il peut y avoir des métaux lourds, des pesticides, de la dioxine, toutes sortes de cochonneries qu'on retrouve dans l'environnement. Ce risque-là, j'avoue, est réduit si on se limite aux insectes qui vont être produits dans des fermes comme celle d'Aspire, mais on n'a pas de garantie que c'est juste là que les gens vont s'approvisionner en grillons. En grillons, puis en d'autres insectes, il y a les vers à farine, il y a des larves de toutes sortes qui font leur entrée aussi. Après ça, il y a des risques physiques. Bon, encore une fois, si vous mangez la farine de grillon, c'est pas si pire, mais on parle de risque d'étouffement en raison des parties dures qui comprennent les dards, les ailes, et le rostre. Le rostre, j'ai été obligée de faire une recherche, c'est la pièce buccale pointue des insectes, les pic-pics, puis l'antipète. Alors, si vous les consommez entiers, il y a des risques d'étouffement. Mais si vous les consommez en farine,
il n'y a pas de problème. You will eat your insect and you will be happy. Les autres arguments contre, bon, justement, la question des règlements. Qui fait du lobbying derrière ces règlements? Est-ce que les règlements, bon, on l'a vu en Europe, la seule étude qui parle de consommation humaine d'insectes, et encore là, c'est une étude à court terme, puis on parlait pas du fait qu'il allait en avoir dans tout partout, concluait qu'on devait procéder à plus d'études. Malgré que le plus d'études n'a pas été fait, ces règlements sont acceptés. Donc, on voit qu'il y a un lobbying qui est à l'œuvre et que c'est un lobbying qui est exercé, encore une fois, par une gang de psychopathes non élus démocratiquement, qui n'ont pas nécessairement notre meilleur intérêt à cœur. Oups, discours complotiste, pardon. Les risques écologiques. On déséquilibre complètement la chaîne des insectes. Vous savez que les insectes sont utiles à la pollinisation. Sans insectes, en fait, le bond d'évolution dans l'humanité est survenu quand les abeilles sont apparues. Donc, la chaîne des insectes est absolument vitale à la survie de l'humain. Et là, on va se mettre à cultiver de manière agressive, intensive, certains insectes de la chaîne écologique. Ça risque d'avoir un impact. Vous savez, comme un virus s'est échappé d'un laboratoire à Wuhan, il pourrait y avoir des grillons d'élevage ou des larves ou toutes sortes de cochonneries qui s'échappent des fermes à insectes aussi. Et le fait, comme je disais, qu'on introduit et qu'on banalise, on normalise la consommation d'insectes peut faire que les gens vont se tourner à consommer plus d'insectes et ça peut avoir un impact sur notre chaîne écologique. Ensuite, la question de comment ils sont euthanasiés aussi. Bon, évidemment, il y a tous ceux qui se préoccupent des sentiments des insectes. On n'est pas certain que les insectes ne souffrent pas. Ça, c'est un argument pour les végétariens et les véganes. On nous dit que les insectes ont également un système nerveux central et des récepteurs de la douleur. Donc, techniquement, ils peuvent souffrir. Alors, on essaie, quand vous allez sur la propagande des sites de production d'insectes qui nous disent qu'ils vivent très heureux pendant les 6 semaines sur notre Terre. On nous dit qu'on essaie de les euthanasier de la manière la plus humaine, mais on ne nous indique pas comment. Mais dans d'autres recherches que j'ai faites, on conseillait de congeler les grillons dans un premier temps pour pas les rôtir vivants. Donc, on les congèle pour qu'ils s'endorment doucement, puis on les euthanasie après, mais la ferme en Ontario semblait pas les congeler, les euthanasier, mais on ne sait pas comment. Donc, on ne sait pas vraiment ce qu'on mange. Puis peut-être que les grillons souffrent dans le processus, on ne le sait pas. Un autre argument contre, en fait, c'est qu'on a déjà plein de façons de produire des protéines qui ne font pas appel à tuer des millions d'insectes. À part ça, ben, on nous dit, encore une fois, qu'ils sont très efficaces à convertir en nourriture, mais l'argument qu'on ne nous dit pas, c'est que ça prend 363 000 sauterelles, grillons, pour obtenir un nombre de calories d'une seule vache. 363 000, c'est du grillon, ça, mes amis. Le nombre d'insectes nécessaires pour générer les calories de 80 milliards d'animaux terrestres et d'environ 0,8 à 2,3 milliards d'animaux marins actuellement tués chaque année ne peut même pas être quantifié. Il va falloir vivre dans un monde dominé par les grillons. On avait peur que l'intelligence prenne le contrôle de la planète, mais de ce que je peux voir jusqu'à maintenant, on a bien plus de risques que la planète soit contrôlée par les grillons que par l'intelligence artificielle. Donc, c'est un nombre d'insectes qui est complètement inimaginable avec notre mentalité, notre intelligence non artificielle. Donc, la mortalité des insectes, la fondation biologique de notre écosystème terrestre, les insectes apportent de la matière organique à la Terre et décomposent les déchets, agissent comme pollinisateurs, etc., donc ce que je vous parlais. On ne nous parle pas, comme je vous disais tantôt, de la nourriture pour nourrir ces insectes, de la douleur qu'ils ressentent peut-être, qu'on a déjà des alternatives végétales durables et respectueuses des animaux pour la production de produits d'origine animale. Et il y a un article très intéressant que j'ai trouvé qui s'appelle Insect Farming isn't an alternative to factory farming, it's a supplier. Donc, que les insectes
issus de l'élevage de ferme ne sont pas une alternative à l'élevage de ferme, mais un fournisseur. On va rentrer dans des arguments un peu moins tangibles, mais que je trouve important d'adresser parce que, vous savez, quand il y a des choses comme ça qui se mettent à circuler sur les médias sociaux, les gens partent en peur, puis les gens n'ont pas toujours les arguments scientifiques pour discriminer l'information. Et c'est là qu'on tombe dans des théories du complot qui ne tiennent pas la route. Pour le reste, dès qu'on parle du Forum économique mondial, on se fait taxer de complotif. Mais vous savez que tout ce que les gens comme moi disent depuis le début, c'est avéré 100% exact. Donc, on n'est pas dans le complot. Moi, mon information est toujours référencée scientifiquement. Je consulte des sites très officiels, dont le site du Forum économique mondial. Donc, je ne suis pas dans des théories complotistes. Mon discours semble complotiste, mais je ne suis pas dans des théories, je suis dans des faits qui sont validés scientifiquement. À cet effet, vous savez que je ne publie plus tous mes liens de recherche dans l'intro de mes lives parce que ça alourdit les transferts. Et comme l'intelligence artificielle est à la recherche de ce genre de mots-clés pour nous détrôner de nos petites plateformes, ça nous rend des cibles faciles. Donc, j'ai proposé depuis avant Noël un membership que je suis encore en train d'organiser sur mon site Internet. C'est un gros travail, mais je vais finir par passer au travers. Mais mon programme Défi Détox a pris en feu et ça m'a retardé un petit peu dans la question du membership. Donc, pour un coût de 50 $ annuel que je vais prolonger tout au long du mois de février, vous pouvez me faire un virement à info@naturopathe.ca si vous voulez soutenir mon travail de recherche indépendante qui me permet de vous dire les vraies affaires. Eh bien, vous pouvez souscrire au membership. Et dans mon membership, vous allez retrouver toutes mes émissions bien archivées avec des beaux petits couverts. C'est ça qui est long à faire. Et tous mes liens de recherche. Donc, c'est pas toujours des articles fignolés, c'est ma recherche point par point, mais vous avez toutes mes sources de référence. Donc, si vous voulez reciter de mon travail, je vous demande évidemment de m'attribuer le crédit de mon boulot, mais vous allez avoir accès aux liens. Donc, vous allez avoir toutes mes émissions bien organisées, l'accès aux liens, un rabais de 10% sur les produits que je recommande régulièrement durant mes directs et des privilèges réservés aux membres comme certains articles des blogs mensuels et des webinaires mensuels également. Je vais aussi ouvrir une soirée cinéma par mois. On va voir si on augmente ça. En collaboration avec la chaîne Gaia. Donc, j'ai pas d'entente commerciale. Ce que je fais, je le fais en allant avec mon expérience comme clinicienne, mon expérience comme être humain, tout simplement. Je vous suggère les ressources que je considère être des bonnes ressources sans entente commerciale. Donc, je vis exclusivement des formations que je donne, des consultations que je donne et des gens qui m'appuient via des trucs comme le membership ou des dons volontaires. Alors, si vous voulez le membership, c'est info@naturopathe.ca. Vous mettez le mot de passe naturopathie. Et donc, c'est 50 $, pas de taxe, en spécial jusqu'à la fin du mois de février. Et vous pourrez avoir accès, donc, à tous mes liens. Je vais continuer. En fait, ce que vous faites quand vous m'appuyez financièrement, c'est que vous me permettez à continuer de produire mon contenu de manière indépendante, de pouvoir dédier du temps pour que mon contenu soit accessible gratuitement à tout le monde. Mes lives vont continuer d'être gratuits. Ce que vous allez avoir, c'est l'organisation des lives et les documents de recherche. Alors voilà, donc je rentre dans la partie qui n'est pas appuyée scientifiquement, mais qui vise à débunker justement des discours pas scientifiques qui nous font passer pour une gang d'édentés qui circulent sur Internet en ce moment. Donc d'abord, je vais parler concernant Fruitopia, parce que là, les gens commençaient à dire, oui, camoufle les insectes partout. C'est vrai jusqu'à un certain point, il va falloir apprendre à lire les étiquettes. À date, au Canada, ce que j'ai vu, c'est qu'on nous dit directement farine de grillon. Je vais vous mettre tout à l'heure, j'ai pas trouvé la façon, là, j'étais un peu pressée dans le temps ce matin, de vous le passer à l'écran. Je vais m'adapter. En attendant, je vais vous faire une autre publication avec un petit montage que j'ai fait là, de cette ferme en Ontario et on voit vraiment que c'est étiqueté comme comportant la chaîne, la farine de grillon.
Donc, il va falloir apprendre à lire nos étiquettes, mais c'est pas vrai que c'est camouflé partout. Et oui, c'est vrai qu'on a des insectes dans notre alimentation depuis toujours parce que, comme vous avez vu, la FDA, mais aussi Santé Canada, permettent une certaine quantité de parties d'insectes dans les aliments parce qu'ils considèrent que malgré les meilleures pratiques de laboratoire, ça peut arriver dans la production d'aliments qu'on va retrouver des petites parties d'insectes. Donc, il en laissait passer, autrement dit. Mais c'est différent d'en laisser passer puis d'en inclure consciemment. Alors, là, les gens sont partis en peur avec la question du Fruitopia. Mais le Fruitopia, en fait, ce qu'il contient, c'est de la cochenille. La cochenille, là, souvent, c'est camouflé sous le terme de colorant rouge numéro 5. La cochenille, c'est un insecte duquel on extrait l'acide carminique. Vous savez, le fameux rouge carmin. L'acide carminique, c'est extrait d'un insecte. Encore là, c'est pas l'insecte en entier, là, mais c'est vraiment une extraction de cet insecte. Et on fait un colorant à partir de la cochenille, qui est le colorant rouge qu'on retrouve dans un paquet d'affaires, dont Fruitopia. Alors, c'est pas la même chose qu'on ait extrait l'acide carminique de la cochenille pour en faire un colorant qui fait partie du Fruitopia que de nous mettre de la farine de grillon dans nos barres-tendres. Pas du tout la même affaire. OK? Donc, faire attention, c'est pas qu'on met de la farine de grillon dans le Fruitopia. Il y a toujours eu du colorant rouge numéro 5 dans le Fruitopia. Par contre, dans des trucs comme, là, c'était les bâtonnets de fromage. Encore là, j'ai trouvé ça sur des chaînes américaines. On n'en parle pas au Canada, d'une compagnie qui s'appelle Actually Foods. Et Actually Foods fabrique des bâtonnets de fromage et dans un paquet d'aliments transformés comme ça, ils vont rajouter de la farine de grillon. Et c'est carrément écrit sur l'étiquette. C'est même écrit en français. C'est un produit canadien, donc il y a un étiquetage bilingue. Donc, dans leur bâtonnet de fromage, il y a de la farine de grillon. Donc, il va vraiment falloir se mettre à lire tous les aliments. En Europe, il y a 14 catégories d'aliments qui sont autorisés à en contenir, mais comme on n'a pas encore de règlement ici au Canada, ben, on en retrouve un peu partout. Donc, comme je disais, des aliments qu'on dit supposément santé, qu'on trouve dans les magasins de produits naturels, certaines barres tendres, par exemple, en contiennent Actually Foods. Ils font affaire avec une ferme d'insectes canadiennes que je suis allée lire. C'est là que j'ai appris un paquet d'affaires sur les grillons. Donc, ça, c'est la première espèce de théorie. Deuxièmement, on parlait que la chitine nourrit les cellules cancéreuses. Ben, c'est vrai, c'est pas vrai dans ce sens que la chitine n'est pas assimilable par le tube digestif, c'est-à-dire qu'on ne peut pas rien faire de bon avec ça, mais ça passe quand même à travers le processus de digestion normale, donc à travers l'acide chlorhydrique et tout ça. Donc, la chitine ne se retrouve pas entière dans notre circulation sanguine, même si on la digère pas au niveau de notre tube digestif. On va la rejeter, ça va être des fibres, on va les rejeter dans nos selles en grande partie. Donc, un lien direct avec les cellules cancéreuses, moi, je ne peux pas l'établir de manière scientifique et vous confirmer que ça nourrit les cellules cancéreuses. Ce que je peux vous dire, par contre, hors de tout doute, c'est que le fait que ça va devenir très fréquent dans notre alimentation augmente considérablement notre risque de développer des allergies qui peuvent être potentiellement mortelles. Ensuite, l'autre chose qui circule, c'est le lien avec le graphène. Je vais vous faire une émission carrément sur le graphène parce que ça vaut la peine qu'on en parle. Le graphène est un élément, en fait, est une forme de carbone comme le crayon amine, qui est une espèce de matériau révolutionnaire qu'on trouve partout, entre autres dans les masques, entre autres dans les injections géniques expérimentales. Et pour moi, c'est un matériau qui est extrêmement préoccupant parce qu'il est utilisé à des fins médicinales, entre autres, ou médicales. D'un point de vue scientifique, il est intéressant parce que c'est un excellent conducteur et il est extrêmement résistant. Et ça peut devenir une alternative à la silice. Vous savez que la silice, on la retrouve dans nos cellulaires, on les retrouve dans les voitures électriques, etc., etc. Et on a un problème d'approvisionnement en silice. Je pense que c'est parce que c'est la Chine, puis peut-être la Russie, là, citez-moi pas là-dessus, qui sont les principaux producteurs de silice. Donc, on a un problème d'approvisionnement en silice et le graphène pourrait être une très bonne alternative. Ça, jusque-là, c'est pas problématique, mais le graphène est très coûteux à produire en ce moment. Et la théorie de la quinta columna, bon, je sais que peut-être pas tout le monde parle espagnol, mais souvent,
des trucs de la Quinta Columna que vous pouvez retrouver sur Rumble. D'après moi, ils sont pas tellement sur YouTube parce qu'ils sont assez hot. Ils ont été dans les premiers à nous parler du graphène, à nous parler des injections à mRNA et tout ça. Donc, ils ont des trucs assez percutants. Et donc, dans la Quinta Columna, on nous parle que un des buts non avoués de rendre la chitine comestible à large échelle et de vouloir rendre le coût du graphène plus économique. Pourquoi? Parce qu'on peut fabriquer le graphène, c'est du carbone, et donc tout ce qui est vivant techniquement est fait de carbone, tout ce qui est organique en fait contient du carbone, et les exosquelettes des crustacés, mais aussi des grillons, sont riches en matières carbonées qui peuvent servir à la production du graphène. Sauf que ces technologies-là ne sont pas utilisées encore à grande échelle et donc le coût est élevé, ce qui fait que la production du graphène est élevée et c'est pas à ce moment-là compétitif par rapport à la silice, sauf qu'on a besoin d'une alternative à la silice. Alors, selon la Quinta Columna, on nous dit que le fait de rendre la consommation d'insectes à grande échelle acceptable et utilisée va forcer les entreprises à développer des appareils qui vont permettre la transformation, donc non seulement de la chitine, mais du graphène, et rendre le coût du graphène plus accessible. Moi, ça me semble extrêmement plausible parce qu'encore une fois, follow the money, on veut du graphène, on a besoin que le graphène soit produit pas cher, alors on donne du graphène à manger aux humains et les entreprises vont s'adapter et développer, j'utilise du graphène à manger aux humains, en tout cas des insectes, comme la même affaire, et le graphène va devenir plus accessible économiquement parlant. Donc, le but non avoué serait de réduire les coûts de production. Cependant, j'ai beaucoup de réticence par rapport au graphène parce que j'ai lu beaucoup d'études cliniques qui parlent d'interface entre le graphène et le système nerveux et notre cerveau et les ordinateurs. Donc, ça se pourrait très bien qu'on est en train de nous préparer un système nerveux alternatif. Vous savez que Klaus Schwab a dit littéralement dans une vidéo que d'ici 2025, on va tous avoir notre puce implantée. Donc, la puce, il faut qu'elle connecte avec quelque chose. La puce est électronique, il faut qu'elle connecte avec quelque chose dans notre organisme pour avoir une interface avec les ordinateurs. Et le graphène, selon moi, serait ce matériau. Donc, on est en train de nous en injecter de toutes les façons possibles et imaginables. Et le graphène, quand on le soumet à certaines fréquences, des fréquences qui pourraient, je ne dis pas que c'est fait, je ne suis pas dans la théorie du complot, je vous parle de possibilités scientifiques, on pourrait générer ces fréquences avec la 5G qui font que les particules de graphène s'assemblent entre elles sous un mécanisme qu'on appelle la Teslasphère. On peut donc un petit peu comme les connex. Je ne sais pas si vous avez des enfants qui ont joué avec les connex, ces petits bâtons de plastique avec des bouts aimantés, puis on peut faire des constructions. Eh bien, quand on voit des vidéos du graphène, on voit que les particules peuvent s'assembler, puis ça ressemble vraiment visuellement au système nerveux. Donc, moi, cette partie-là m'inquiète énormément, mais je vous dis pas que c'est à cette fin qu'on inclut les insectes dans notre alimentation sous prétexte de l'agenda durable. Je sais que sous le prétexte de l'agenda durable, comme sous prétexte de la pandémie, on va nous restreindre nos droits humains, on va nous faire avaler un paquet de cochonneries, littéralement. Donc, ça se peut, mais j'ai pas les preuves de ça. Par contre, je sais qu'on peut, à partir de l'exosquelette des grillons et des crustacés, produire du graphène. Donc, le but non avoué serait de rendre le graphène moins cher. Est-ce qu'il y a des motifs ultérieurs? C'est très plausible, mais j'ai pas de preuves à cet effet. Là, on est dans la théorie. Ensuite, l'autre aspect que j'aimerais aborder, c'est l'aspect qui est plus énergétique. Encore là, on y adhère ou on y adhère pas. J'ai pas d'études scientifiques qui valident ça. Mais ce qu'on sait, que c'est dans la plupart des écritures, des grandes traditions, on recommande pas de consommer des insectes qui rentrent. Il y a une exemption pour les espèces de grillons qu'on appelle les locus
dans les Écritures, par exemple, juives et musulmanes, où on permettrait que dans des moments de sécheresse, etc., dans le désert, que les gens puissent consommer des grillons. De là à les rendre accessibles à travers une panoplie d'aliments dans notre alimentation, je pense qu'il y avait une marge. Je pense que le but d'inclure des motifs comme ça dans les Écritures, c'était pour que les gens ne meurent pas de faim durant des périodes de famine. Je pense pas que c'était de les rendre consommables et de les cultiver dans des fermes à grande échelle. Donc, vibratoirement parlant, on s'entend que des insectes, ça vibre pas haut. Et si on adhère à la théorie que la gang de psychopathes mondialistes n'ont pas notre meilleur intérêt à cœur et visent un agenda de dépopulation pour conserver les ressources de la Terre, ce qui semble être effectivement le cas. Donc, certains disent que dans leur agenda transhumaniste, ces gens visent le transhumanisme parce qu'ils n'ont pas foi en Dieu. Donc, comme ils ne croient pas en la survie de l'âme, eh bien, ils veulent qu'on survive physiquement. La petite gang qu'eux autres ont choisie, c'est une autre forme d'eugénisme. Hein. Il faut comprendre que cette gang de malades-là, c'est les fils et les petits-fils des nazis de ce monde. Donc, c'est pas pour rien qu'on est en périphérie d'une troisième guerre mondiale. C'est la descendance directe des eugénistes qui étaient entourant la Deuxième Guerre mondiale et qui ont donné naissance au mouvement nazi. Donc, c'est pas très difficile de s'imaginer, surtout qu'ils utilisent les mêmes tactiques dont se sont servis les régimes autoritaires, les régimes de dictateurs pour imposer des philosophies marxistes. C'est les mêmes choses qui sont à l'œuvre. Donc, il faut faire très, très, très attention. Il faut être vigilant avec ce qui se passe. C'est pas du tout anodin. Mais si on adhère à cette théorie que ces gens qui n'ont aucune foi en Dieu, qui n'aiment pas l'humain, font peut-être des rituels sataniques, tout ça, encore là, moi, je suis pas la spécialiste de ça, mais mettons qu'on adhère à cette théorie-là, ça serait pas implausible qu'ils veulent qu'on s'alimente de substances vibratoirement très basses, donc des insectes, pour réduire notre niveau de conscience. Ils savent qu'il y a un éveil. C'est pas pour rien qu'ils ont, tout le long du Forum économique mondial, le dernier qui a eu lieu à Davos, le thème au cœur de leurs préoccupations, c'était la désinformation des méchants complotistes et les moyens de contourner la désinformation. Ils s'en viennent, et ça aussi, je vais vous faire une émission là-dessus, avec des appareils qui vont permettre de lire nos pensées et de nous générer ce qu'ils appellent une ergonomie cérébrale. Donc, ils veulent lire nos pensées, pourquoi pas les contrôler quant à les lire. Donc, il faut être extrêmement vigilant avec toute cette question de contrôle qui s'en vient. Et est-ce que le fait d'inclure des grillons un peu partout dans notre alimentation, à notre insu dans certains cas, pourrait faire partie d'un agenda visant à contrecarrer le processus d'éveil? Moi, je pense qu'on peut se poser la question. Ça serait pas un précédent très marqué vu tout ce qu'ils font et qui est devenu apparent au cours des 3 dernières années. Donc, voici ce que j'avais à vous dire concernant la consommation des grillons et des différents insectes. Donc, comme je vous ai dit, si vous voulez avoir accès aux liens, vous pouvez supporter mon site web via un don de 50 $ pour mon membership annuel qui devrait être disponible au cours des 2 prochaines semaines. Là, ça a été un peu plus long que prévu de mettre tout ça en branle. Donc, un don à info@naturopathe.ca, mot de passe naturopathie. Bien important, si vous avez accès à une section de notes dans votre transfert, de m'écrire votre adresse courriel parce que je suis en train manuellement de tout mettre ça en place. Si vous n'avez pas accès, envoyez-moi un courriel tout simplement intitulé Membership avec votre nom pour que je puisse relier votre adresse courriel au nom et au don pour vous donner accès à la partie Membership dès que ça sera disponible. Donc, tous les précédents vont être disponibles et dorénavant, à chaque fois que je fais des lives, je vais les rendre accessibles dans la section Membership ainsi que mes documents de recherche et tous les liens qui valident mon information. Donc,
voici, moi, je vous ai présenté les faits, je vous ai présenté ce qui relevait du domaine du quantifiable, du validable, je vous ai présenté ce qui relevait des hypothèses et des théories, des questions qu'on peut se poser, et à partir de là, vous posez des choix en matière santé, mais de façon libre et éclairée, comme ça devrait se faire. On devrait avoir une souveraineté par rapport non seulement à ce qu'on mange, mais aussi par rapport aux traitements médicaux qu'on décide ou non d'entrer dans notre corps. Il faut absolument s'assurer que les législateurs ne sont pas corrompus au point, même s'ils sont infiltrés par le Forum économique mondial, de continuer de nous imposer des règlements qui ne sont pas validés scientifiquement et qui bafouent nos droits et libertés fondamentales, comme le droit de choisir un traitement médical, comme le droit au déplacement qui est protégé par la Charte des droits et libertés et qu'on a bafoué et qu'on va continuer de bafouer. J'ai appris cette semaine qu'on pouvait toujours pas rentrer aux États-Unis par voie aérienne si on n'était pas injecté, et il ne semble pas y avoir aucune indication qui vont enlever les exigences vaccinales. Au contraire, avec l'imposition d'identité numérique, il va y avoir tout un agenda vaccinal, et on peut aussi facilement croire que comme il y aura une monnaie digitale faisant partie d'une banque centrale qui est contrôlée par eux, toute cette information qui va être donc sur la même puce qui nous sera éventuellement insérée volontairement ou involontairement, ça reste à voir, pour pouvoir donc faire nos achats, pour pouvoir voyager. Notre dossier médical en fera partie. Alors, on pourrait très facilement exiger, non seulement pour les déplacements internationaux, mais pour des déplacements nationaux, comme ça a été le cas au Canada durant la pandémie, qu'on adhère à certaines injections. Vous savez qu'il y en a un paquet d'autres dans le collimateur. Et si le but non avoué, c'est de continuer d'insérer du graphène dans notre organisme, eh bien, pourquoi pas? Donc, vous savez qu'il y a des recommandations qui ont peut-être même déjà été adoptées, là, j'ai pas vérifié depuis quelques jours, pour que les injections géniques expérimentales contre la maladie en C fassent partie des injections annuelles au même titre que celles de la grippe commune qui n'existe plus depuis l'arrivée de ce virus dans nos vies. Donc, il faut être extrêmement vigilant, il faut continuer de s'informer. Partagez l'information si vous trouvez que c'est utile. Partagez mon émission Santé sans censure. Allez aimer ma page Facebook Chantal-Anne Dumas, naturopathe. À partir du 10 000, on est monétisable. Facebook m'offre maintenant la possibilité d'offrir des petites étoiles, donc c'est un autre moyen de supporter mon travail indépendant, c'est d'aller m'offrir les petites étoiles. Je ne sais pas encore complètement comment ça marche. Je vais vérifier ça au cours des prochains jours. Donc, on va se retrouver, quant à nous, vendredi matin. Ça va être une belle entrevue vendredi matin. Je ne vous vends pas tout de suite la mèche. Et je suis en train de préparer un programme sur le stress, un petit peu comme le programme Défi Détox, qui a été super populaire. Je suis en train de préparer un programme sur le stress, mais je me joins à d'autres personnes que vous aimez. Alors, les discussions sont en cours. Je suis dans un moment particulièrement occupé, donc ça avance pas vite, vite. Mais je suis en train donc de préparer un programme sur le stress que je vais rendre à un prix accessible, comme je l'ai fait pour le programme Défi Détox. Le but étant qu'un maximum de gens participent et qu'un maximum de gens deviennent de plus en plus souverains par rapport à leur santé, par rapport à notre alimentation et éventuellement par rapport à notre argent et à la production énergétique. C'est vraiment ces choses dont on doit s'assurer. On n'arrête pas de parler d'un nouveau monde, mais le nouveau monde, ça passe par l'autonomie et la souveraineté, et on peut juste y arriver en collaborant ensemble, en s'informant. Donc, je vous invite vraiment à partager l'information, mais aussi à vous unir par groupe, par région. Ils nous annoncent depuis quelque temps des pannes majeures des télécommunications. Donc, si vous avez la chance de prendre des vrais numéros de téléphone, des téléphones avec des lignes de plancher si vous en avez encore, et encore mieux de connaître les gens, les alliés de la résistance dans vos villages, dans vos régions. Alors là-dessus, tout le monde, je vous souhaite une bonne semaine. On se retrouve vendredi. Partagez. Sharing is caring. On se retrouve bientôt. Mouah. Bye bye.